qu'est-ce qui marque, si vous voulez, le XVIIIe siècle, tout particulièrement à Lyon et dans l'ésotérisme lyonnais? Oui. Eh bien, à Lyon, au XVIIIe siècle, il y a une figure particulièrement importante et tout à fait lyonnaise. Oui. C'est la figure de Jean-Baptiste Villermoz, qui nous est d'autant mieux connue d'ailleurs que Madame Alice Joly, qui fut pendant fort longtemps attachée à la bibliothèque municipale de Lyon, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs qu'elle l'a quittée, en effet. Donc Madame Alice Joly a rassemblé une masse de documentation sur Villermoz et les a condensées dans un ouvrage extrêmement précis, extrêmement intéressant, qui relate précisément l'existence extrêmement variée du reste de Jean-Baptiste Villermoz. Bon, alors je vais vous poser une question pour ceux qui ne connaissent pas le livre d'Alice Joly, qui ne connaissent pas du tout même le nom de Villermoz. Je vais vous demander qui était Villermoz. Eh bien, Villermoz, quand on est un personnage double, si l'on veut, dans l'extérieur, il se comporte comme un bon négociant du XVIIIe siècle et qui traverse avec peine d'ailleurs la Révolution française, puisqu'il se situe dans cette période-là. Il est mort d'ailleurs vers 1824, bien après la Révolution. Et qui, d'autre part, s'est pendant toute sa vie et depuis sa jeunesse intéressé à tout ce qui peut toucher l'ésotérisme sous ses différentes formes. Oui. Il a mené une véritable quête spirituelle à travers les différentes formes de la tradition ésotérique en son siècle. Oui. Alors, si vous voulez, on pourrait situer le personnage d'abord tel qu'il était en tant qu'homme, tel qu'on pouvait le voir certainement dans les rues de Lyon. Oui, de puisque façon il anecdotique. Est né, oui, enfin, oui. il est né à Lyon, son père tenait une mercerie rue des Quatre Chapeaux. Et ces trucs existent toujours, c'est la même. Et puis lui aussi avait ensuite s'est établi à son compte et il avait un établissement qui était vers la rue Lafont et ensuite vers la rue du Bas d'Argent. Donc dans le quartier vers le lycée Ampère. Et puis après, comme on commençait à s'étendre du côté des Brotteaux, et que c'était finalement un bourgeois de la ville de Lyon, eh bien il s'est acheté une maison, la maison Bertrand, qui était quelque part dans ces nouveaux quartiers des Brotteaux de l'autre côté du Rhône. Oui, alors ça c'est l'homme Ça, c'est l'homme public. C'est l'homme public, c'est l'homme ordinaire. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, il était conseiller général, il était administrateur des hospices. Enfin, il était véritablement connu comme une personne extrêmement honorable de la cité. C'est un bon citoyen lyonnais de la cité. Et puis alors par ailleurs, Eh bien, dès l'âge de 20 ans environ, Villermoz, on suit sa trace à travers les différents groupements ésotériques qui ont pu exister en cette ville au XVIIIe siècle. Alors, évidemment, le mouvement qui paraît le plus important à cette époque-là, non seulement à Lyon d'ailleurs, mais un peu partout, oui. et spécialement à Lyon du reste, il faut bien le dire, c'est la franc-maçonnerie, puisque son existence officielle, si l'on peut dire, telle que l'histoire nous la rapporte, commence effectivement vers la moitié environ du XVIIIe siècle. Et dès l'âge de 20 ans, eh bien, on voit Villermoz affilié à une loge franc-maçonne, donc, oui. dont il devient assez rapidement le vénérable. Et il essaiera d'ailleurs de réaliser tout au cours de sa vie et dès sa jeunesse une unification entre les différents courants ésotériques et, sur le plan purement lyonnais, entre les différentes loges, créant des sortes de chapitres supérieurs. Vous voyez. Et alors, il va être amené à être en relation avec une série de personnages assez singuliers qui ont traversé le XVIIIe siècle. Je veux parler de Martinez de Pasquali, de Louis-Claude de Saint-Martin, du comte de Saint-Germain, de Cagliostro également, qui lui aussi, d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'y revenir, est passé précisément à Lyon. Quelle est l'importance de Villermoz du point de vue ésotérique ça paraît un personnage très important. Il n'a évidemment pas laissé d'écrits. Par exemple, Louis-Claude de Saint-Martin, qui était de ses intimes, est connu, bien entendu, de par ses différents ouvrages, mais Villermoz n'a rien écrit. Son action reste en quelque sorte interne aux différents groupements ésotériques qui pouvaient y avoir à Lyon, en France et même en Allemagne à cette époque-là. Proprement ésotérique, d'ailleurs. Oui, absolument, absolument. Tout ce que l'on peut en connaître, tout de même, c'est ce qui existe à l'heure actuelle dans les archives de la bibliothèque municipale de Lyon, où il y a des carnets personnels de Villermoz, et en particulier ces fameux cahiers de l'agent inconnu, ce personnage mystérieux qui dictait pour Villermoz lui-même et le groupe de ses fidèles, de ses intimes, qui dictait donc des instructions précises sur la cosmogonie, la création des mondes, la science des nombres. Ce sont des cahiers assez étranges. Mais comment se fait-il que ça n'est pas publié, ça ne voit pas le jour? Madame Joly a publié récemment un petit ouvrage en collaboration avec Amadou qui s'appelle, si mon souvenir est exact, De l'agent inconnu au philosophe inconnu. Et la première partie de l'ouvrage traite précisément de l'agent inconnu. En effet, cet agent inconnu,
cette entité, si vous voulez, se servait d'un intermédiaire, on dirait d'un médium en somme à l'heure actuelle, qui était la sœur d'un des frères francs-maçons de Villermoz. Et en feuilletant ces cahiers, on s'aperçoit qu'ils sont assez difficiles d'ailleurs à comprendre et à interpréter. Il y a des noms bizarres, un vocabulaire spécial, une syntaxe également assez particulière, parfois des sortes de petits dessins d'allure étrange. Enfin, il y a là une masse d'un enseignement qui paraît de prime abord assez mystérieux et que Villermoz et ses émules ont travaillé de manière extrêmement précise, en comprenant que pour eux, il y avait là quelque chose d'extrêmement important dans leur avancement spirituel, dans leur avancement dans la connaissance. Bon, mais puisque nous avons parlé de Villermoz aussi comme une sorte de pilier, enfin, tout au moins en ce qui concerne Lyon, oui. De l'ésotérisme, et que vous nous avez parlé tout à l'heure, enfin, vous avez cité des noms, oui. Des noms célèbres. Ah oui, bien sûr. On peut parler, par exemple, en effet, de Louis-Claude de Saint-Martin. Oui. Louis-Claude de Saint-Martin, comment Villermoz l'a-t-il connu? Eh bien, tous les deux, Villermoz et Saint-Martin, étaient des disciples de Martinez de Pasquali. Cet homme curieux qui avait fondé à l'époque un ordre qui s'appelait l'ordre des chevaliers élus coins de l'univers, c'est-à-dire les chevaliers élus prêtres de l'univers. Et Saint-Martin, d'ailleurs, a été pendant un temps le secrétaire de Martinez de Pasquali, qui, lui, a en d'autre part écrit un très gros ouvrage, un traité de la réintégration. Pour eux, si vous voulez, pour résumer brièvement, oui. L'homme est déchu, est descendu dans les ténèbres, et toute la tâche de chaque personne est précisément de remonter peu à peu à la lumière, de se réintégrer au sein de la source primordiale. Comment se fait-il que tous ces personnages aussi importants soient passés par Lyon et travaillés à Lyon et éprouvé le besoin, Lyon est un centre particulièrement ouvert à l'époque. Ça, au XVIIIe siècle, incontestablement, Lyon constitue un pôle d'attraction extrêmement important. Paris paraît avoir à la même époque un rôle plus administratif en quelque sorte. Villermoz est donc en relation avec Martinez de Pasquali qui vivait dans la région de Bordeaux. Oui. Saint-Martin va venir à Lyon. Il habitera d'ailleurs, il lui fera 2 séjours. Il habitera tantôt chez Villermoz lui-même à la maison Bertrand, tantôt dans une maison qui existe encore toujours, qui se trouve montée du chemin Neuf à droite en montant après la cascade que l'on a ouverte récemment. Et c'est là d'ailleurs que Saint-Martin, au cours d'une période particulièrement prolifique d'échanges entre lui, Villermoz et une sœur de Villermoz, Madame Provençal, c'est là donc que Saint-Martin va écrire son premier ouvrage, Des erreurs de la vérité. Erreurs et de la vérité, oui. Alors on peut dire que finalement, enfin au XVIIIe, Lyon est proprement un centre spirituel, quoi, vraiment. C'est un centre très rayonnant, qui rayonne même sur l'Allemagne, puisqu'on voit Villermoz se rattacher pendant un temps. Après s'être attaché à Martinez de Pasquali, il se lie avec un autre ordre existant en Allemagne, la stricte observance templière, qui avait été fondée par le baron de Hund, et il entretient des relations très précises. Il y aura un convent, c'est-à-dire une sorte d'assemblée générale qui se tiendra à Wilhelmsbad, et où Villermoz parviendra, dans une certaine mesure, à faire triompher ses propres idées sur l'organisation des ordres ésotériques, et spécialement de la maçonnerie, à cette époque-là. Quelle est l'influence, enfin je vous pose la question, quelle est l'influence extérieure de ce travail, quoi? Aucune influence extérieure. L'influence extérieure, elle n'est peut-être pas immédiatement visible. Tout au moins pas visible, quoi. Elle n'est pas immédiatement visible, sauf chez ceux qui l'ont traduite, évidemment, les ouvrages de Saint-Martin, ou bien encore chez un autre homme de la région, c'est Joseph de Maistre. Ah oui, Joseph de Maistre. Joseph de Maistre, qui dans ses fameuses soirées de Saint-Pétersbourg, en particulier au chapitre 7, si mon souvenir est exact, traite assez directement de ce qu'il a pu apprendre dans les différents milieux ésotériques qu'il a fréquentés, qui sont d'ailleurs à peu près les mêmes que ceux de Villermoz. Et Joseph de Maistre, lui, a essayé plus spécialement de faire une synthèse entre l'enseignement chrétien et catholique et l'enseignement ésotérique, persuadé que cette unité était possible. Oui. Eh bien, en dépit, Bernard Douéré, de l'intérêt passionnant de ce que nous sommes en train de débattre, nous sommes obligés d'interrompre cette émission pour ce soir en donnant rendez-vous, comme chaque semaine, la semaine prochaine, à nos auditeurs et à vous-même. Bonsoir.